Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Catherine Bourderon qui vient nous parler du deuil, mais d'une façon autre que ce que vous avez pu entendre dans le passé. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte nous amène son sujet, l'univers des gauchers. Notre invitée en deuxième demi, Mélissa Sokoloff, nous parle d'art-thérapie et de diversité. Bienvenue à Folie douce. Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. J'ai le plaisir d'accueillir mon invitée Catherine Bourderon. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Merci, c'est un véritable honneur. Ben merci, c'est un honneur de te recevoir. On va parler ensemble du deuil, puis ça va probablement démystifier beaucoup de choses sur le deuil. Tu sais, le deuil, on en entend parler, mais jusqu'à un certain point, je pense que tu vas amener des points qui sont très intéressants. J'aimerais d'abord que tu présentes ton histoire, parce que toi-même, t'es veuve. Donc, mon histoire, en fait, je suis ici pour parler, c'est quoi le feeling d'être une veuve? Parce que toi, ça t'est arrivé il y a quelques années. En fait, tu as perdu ton mari. Ça m'est arrivé en 2016. Mon mari est parti en 9 mois. Donc, mon fils avait 15 ans. Et voilà, il est parti d'un cancer généralisé qui a commencé par le poumon. Et ça a été une touche froide, évidemment. Ce qui a été particulier, c'est le choc, mais c'est poursuivre aussi... c'est poursuivre notre famille sans lui. Et surtout, c'est pas un âge facile pour ton fils, entre autres, mais même pour toi, t'es jeune, et puis ton mari était assez jeune aussi, donc on s'attend pas à devenir veuve à cet âge-là, puis sûrement que ton fils aussi a trouvé ça difficile à 15 ans de perdre son père. C'est ça, mon mari est décédé à 55 ans, et oui, c'est un choc tellurique. On peut même pas imaginer ce que ça fait quand les gens te disent je te comprends, c'est faux. Il faut vraiment le vivre. Et à cet égard, j'ai participé à des groupes d'endeuillés où tout le monde racontait son histoire et là, on se sentait compris. Okay. Mais en fait, je ne suis pas ici pour faire un concours de misérabilisme, mais pour dire que c'est très possible de s'en sortir. C'est très possible de s'en sortir. Et parfois, il y a des femmes qui m'arrêtent et qui me disent « Comment vous faites? Comment vous faites? » Ben, c'est une question de... C'est une question de s'exprimer, de consulter, d'échanger et de sentir parfois qu'on n'est pas seul au monde lorsqu'on parle avec des spécialistes. As-tu pu, justement, tu disais que c'était pas un décès subi, même si ça a été rapide en 9 mois, mais as-tu pu te préparer au décès ou on se prépare jamais vraiment assez? On ne se prépare jamais assez, c'est-à-dire que j'ai été dans le déni jusqu'à la fin. J'ai été dans le déni jusqu'à la veille de sa mort. Jusque lorsqu'il était dans les soins palliatifs, je ne voulais pas y croire. Et a posteriori, je pourrais vous dire que c'est une bonne chose. Okay. C'est-à-dire que c'est comme si on va vous dire, tu vas perdre ta job, on sait que ça s'en vient, mais une fois que tu as le choc et que tu le vis, ça c'est l'enfer. Et je dirais que même que le déni a été comme une couche protectrice. Couche protectrice. C'est après que ça a été la descente aux enfers. Et sans entrer dans les détails, de toute façon, on va y revenir aussi, mais je pense que tu avais un texte intéressant, tu voulais justement nous lire, parce que c'est un texte qui a rapport au deuil ou à la mort, en tout cas. Puis on va certainement, on va pousser un petit peu plus la réflexion sur ça. Il faut comprendre que perdre son mari, c'est pas comme perdre un enfant. C'est vraiment c'est autre chose. C'est pas comme et puis aussi perdre son mari parce qu'il est mort d'une crise cardiaque ou qu'il a eu un cancer ou qu'il s'est suicidé, c'est autre chose aussi. Je vais vous dire aussi, par la suite, je vais vous parler ce que j'ai pas compris aussi dans le deuil. Il faut comprendre que si on va dans les normes du travail, on nous donne juste 2 jours lorsque notre conjoint, un enfant ou un frère ou une sœur est décédé. Et moi, j'ai pleuré mon mari pendant 4 ans. Donc, c'est des choses qu'il faut comprendre aussi, qu'on n'a pas d'infrastructure pour nous aider à aller mieux. Supporter les gens. Et qui plus est, quand tu rencontres des professionnels de la santé, des médecins, des psychologues, ils disent, vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas en dépression, vous êtes en deuil. Donc, on tombe dans une interstice où personne nous encadre et nous aide. Moi, j'avais demandé de l'aide au CLSC, puis ils m'ont appelé 15 mois après le choc.
Donc après, j'ai dit, je vais vous parler de mon travail, de mon Mais... amoureux, de mon chat. Je ne sais pas de quoi vous voulez que je vous parle. C'est avant que tu avais besoin. Mais voudrais-tu nous lire le texte? C'est un beau texte, je pense que tu nous as emmené. OK, très bien. Alors, je vais vous lire ce texte-là. C'est un texte que je dédie à Bertrand Roux, mon mari, qui a été un des fondateurs de CIBL, la radio où cette émission est diffusée. Oui. Alors, pour toi, Bertrand Roux, le testament par Georges Brassens. En enterrant son compagnon, et pour lui faire verser des larmes, il n'y a pas besoin d'oignons qu'elle prenne en seconde noce. Un époux de mon acabit, il pourra profiter de mes bottes et de mes pantoufles et de mes habits. Il pourra profiter de mes bottes et de mes pantoufles et de mes habits. Qu'ils boivent mon vin, qu'ils aiment ma femme, qu'ils fument ma pipe et mon tabac, mais que jamais mort de mon âme. Beau texte. Georges Brassens, quand même. Oui, c'est ça. C'est pas le dernier venu en termes de texte. Non, c'est très beau. Mais donc, c'est ça. Je pense que tu as vécu vraiment des moments très difficiles. Mais est-ce qu'on peut dire que parce que ça fait quand même plusieurs années, donc au-dessus de 5 ans ou à peu près, que ton mari est décédé, mais est-ce que tu dis que le temps peut arranger les choses? Est-ce que c'est le temps qui a comme arrangé les choses? Ou c'est faux, le temps. En fait, on connaît bien la chanson de Léo Ferré, avec le temps. Ça ne change absolument rien, le temps. Quand les gens disent le temps arrange les choses, c'est faux. C'est qu'est-ce qu'on fait avec son temps. C'est-à-dire qu'il faut être proactif. Faut en parler, faut faire de l'exercice, faut vouloir s'en sortir. Lorsque j'ai fait ce groupe d'endeuillés, ce que je vous disais antérieurement, il y avait une personne qui avait mis la mort de son enfant sous le tapis pendant 20 ans. Donc, il avait bu, il avait joué, il avait perdu tous ses jobs et sa grande souffrance, il l'avait jamais exprimée. Au cas de figure, je suis allée dans une soirée de poésie il y a 2 semaines et il y a un poète connu qui est monté donc sur le stage et qui a récité un très, très beau poème en mémoire de sa femme qui venait de perdre, qui est morte d'un cancer du sein l'hiver dernier. Et lorsque sa femme est décédée, et ça a tellement été un choc pour lui qu'il est allé en psychiatrie pour post-trauma. Et les psychiatres lui ont dit... Écrivez votre douleur. Il faut la partager, il faut faire quelque chose. Il faut absolument pas la mettre, la cacher, l'occulter. Donc, j'encourage tout le monde à s'exprimer, à consulter aussi. Et aussi, ce que je veux dire aux femmes. J'ai beaucoup de femmes qui me viennent me voir en disant « Comment t'as fait? Si moi, ça m'arrivait, je serais incapable de perdre mon mari. Mon mari, c'est Dieu. Je serais complètement diminuée. Je serais incapable de poursuivre ma vie. Je serais complètement anéantie. C'est vrai. Mais honnêtement, je dois dire que 5 ans plus tard, j'aimerais être une lumière et un phare pour les autres femmes. Puis je dois vous avouer, tout à l'heure, avant l'émission, j'ai fait des recherches et j'ai entendu encore la voix de mon mari pour me remettre un peu dans cette épreuve du passé. On s'en sort, je sais pas, on dirait que la vie est plus forte que tout et que les morts ne veulent pas nous voir souffrir autant. Mon mari m'avait dit... avec tout son grand amour. Ça a été un grand amour, j'avoue. Ça a été un très grand amour. J'ai été très chanceuse. Et il avait dit, 2 semaines après ma mort, je veux que tu te trouves un mari. Mais j'ai dit, mais voyons donc. Il dit, tout est fait, là, mon testament, mes papiers sont faits, tout est beau. La seule chose qui me dérange, c'est que après ma mort, t'auras pas de mari. Je dis, on va se garder une petite jeune. Qui plus est, on va laisser le temps. Puis c'est très, très difficile. Il faut passer les étapes du deuil. Ouais. Il y en a 7 étapes du deuil. Oui. Il faut les passer une à une. 7 étapes? Il y a 7 étapes du deuil. On passe par la culpabilité, la colère, beaucoup de culpabilité. C'est-à-dire que quand tu rencontres quelqu'un d'autre, ce qui m'est arrivé par la suite, c'est que tu te sens coupable. On a l'impression qu'on est toujours 3 dans le couple. Oui, c'est comme si tu étais toujours marié avec ton mari. Mais parce que tu dis, comment ça se fait que moi, je suis en amour? Ouais. Comment ça se fait que j'ai rencontré quelqu'un, puis que lui n'est pas là?
Lui, il est en haut, il est dans l'au-delà. Comment ça se fait que moi, j'ai encore le droit d'être heureuse? Lui, c'est avec lui que je devrais être heureuse. Ouais. C'est avec lui que je devrais continuer, poursuivre mes rêves, faire ma retraite, aller en voyage. Ouais. Donc, cette espèce de culpabilité... Tu sens comme bizarre là, dans cette situation-là. Là. Ben, c'est le transcender, je dois avouer. Et c'est clair aussi que quand tu rencontres quelqu'un puis tu parles de ton mari, c'est le fun, une soirée, 2 soirées, 1 mois, à un moment donné, il passe vite à un autre appel. Ouais. Donc, mais je peux les comprendre. Mais en même temps, il faut que tu t'exprimes. Là. Peut-être qu'il faut que tu vives. C'est ça. C'est un bon baromètre pour savoir quels sont les gens qui t'entourent. Et puis si les gens sont très à l'écoute, puis sont très empathiques, et s'ils sont... C'est ça, il y très a une personne qui m'a dit récemment, je pourrais jamais être ton amoureux, t'es encore en amour avec ton mari. Je dis, pardon, c'est pas que je suis en amour avec mon mari, c'est que quand on a un enfant et que la personne a des enfants aussi, on veut dire, toi, t'as des enfants, c'est comme on voit le fantôme du mari dans la nouvelle conquête en disant, qu'est-ce que tu ferais, toi? Mon fils rentre à l'université, notamment, Julien, dont je suis très fière, qui est très, très fier, que j'ai... C'est une très grande fierté pour moi que j'ai pu amener mon fils jusqu'à l'université. C'est un peu une partie de vous deux. Fait qu'à quelque part, ton mari est toujours là d'une certaine façon, avec un peu à travers lui aussi. Hein. C'est ça. Mais il reste 2 minutes à peu près, Catherine. Est-ce que les pistes de solutions, donc beaucoup en parler, beaucoup discuter, beaucoup ventiler ça, l'exprimer, l'écrire, le dessiner... OK. Et fuir aussi les personnes toxiques. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui disent « on en a marre de t'entendre pleurer, on en a marre de te voir dans cet état on n'a pas besoin de ces gens-là parce que ça prend le temps que ça prend cicatriser. Je dirais... Je sais que ça a l'air fou ce que je vais dire, là, mais plus tu as vécu un grand amour, plus c'est difficile de passer à autre chose. Ouais. C'est à la lumière du grand amour, peut-être que la cicatrisation. Peut-être que tu seras toujours lié à ton mari aussi. C'est peut-être comme ça. C'est sans enlever... là, je vais rester veuve toute ma vie si je dis ça, Yvan. Je ne vais jamais m'en sortir. Mais si quelqu'un accepte ça, si quelqu'un accepte... faut accepter, il faut honorer, la mémoire des défunts. Puis, je pense que les défunts veulent que leur veuve soit heureuse. Mm-hmm. Ça, j'en ai la certitude et j'ai des signes à chaque jour. Ah oui? Des signes. Probablement que les gens se disent, écoute, tu te compliques la vie, là, je suis bien où je suis, puis vis ta vie, là, c'est la vie terrestre, puis je veux dire, autre chose, c'est autre chose au ciel. Là. Mais ça, on le comprend beaucoup plus tard. Si on dit ça aux funérailles, je suis pas sûre. C'est trop frais, là, c'est trop arrivé. Mais c'est vrai qu'avec de la sagesse et énormément de méditation, de réflexion, c'est ce qu'on devrait se dire de facto. Mm-hmm. Il reste 1 minute, Catherine, j'aimerais ça qu'on mentionne s'il y a des références, qu'est-ce qui t'a aidé, est-ce qu'il y a des lignes d'écoute, est-ce que tu parlais tantôt de groupe, ces choses-là. Est-ce que tu as des références qu'on pourrait aussi remettre sur notre site web? On a une section là-dessus. Là, mais... Oui, donc il y a eu la Maison Beaubourquette qui a fermé en 2018, malheureusement. Mais si on va quand même encore sur le site de la Maison Montbourquette, comme ça se prononce, il y a encore beaucoup de références. Telle aide, telle écoute, tel aîné, tel jeune, 1-888, le deuil, suicide action. Et donc, il y a aussi dans ce site Internet plein de littérature, des livres que... En fait, je voulais proposer quelques livres, mais c'est personnel. Donc, moi, j'ai lu beaucoup de poésie. J'ai lu aussi un peu d'ésotérisme, comme quoi que ça se pouvait que dans l'au-delà, le conjoint nous aide à vivre. Mm-hmm. Donc, chacun ses croyances. Ouais. Mais ce site-là, la Maison Montbourquette, soutien aux endeuillés, il y a toutes les références dont on a besoin. Merci, c'est super généreux de ta part, Catherine Bourderon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était un plaisir de te recevoir, puis j'espère que ça va avoir aidé des gens. Puis je te souhaite la meilleure des choses, la meilleure des chances et la meilleure vie possible pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Au plaisir. Au plaisir, bye. Nous sommes bien présents sur Facebook. Cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Folie Douce, une communauté, une radio. C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Aujourd'hui, l'univers des gauchers. Exactement. Pourquoi pas? Il y en a. Il y en a plus qu'on pense, je pense. En termes de pourcentage, je vais te poser une colle. Ouais. C'est quoi le pourcentage des gauchers en termes de pourcentage? Gaucher versus droitier, peut-être, je dis ça comme ça, j'ai aucune idée, peut-être 10%. T'es pas loin, mon cher. On nous dit que c'est 12% ici dans cet article. Okay. Oui, alors,
l'univers des gauchers, pourquoi parler des gauchers dans une émission de santé mentale? On va voir que il y a quelque chose de spécial à propos des gauchers et de la santé mentale. Ils sont un peu différents des droitiers. Et je pense que les gauchers ont beaucoup souffert dans les années précédentes. Peut-être aujourd'hui, c'est plus le cas, mais il y a des années où, autrefois, dans les années 50, les années 60, ils se faisaient presque chicaner parce qu'ils n'écrivaient pas de la main droite. Ah oui, les enfants à l'école se faisaient donner des coups de règle ou de crayon sur les doigts pour ne pas utiliser leur main gauche pour écrire parce que, selon la religion catholique, c'était associé au diable. C'est comme si la main gauche était la main du diable. Mais la main du signe de... Quand on fait le signe de croix, c'est par la main droite. C'est ça, c'était comme associé côté droit. C'était comme... ça vient peut-être de là. Oui. Alors, tu vas voir, d'abord, dans un premier article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « 8 raisons pour lesquelles les gauchers sont uniques ». J'ai pris ça sur le site consoglobe.com. Alors, pourquoi les gauchers sont uniques? Bien, pour la première raison, on nous dit que les gauchers ont un cerveau supérieur à la moyenne. Les gauchers ont parfois été incompris, voire marginalisés dans le monde, on nous dit. Représentant 12% de la population, ils doivent souvent s'adapter à un monde conçu par et pour les droitiers. Cela induit un fonctionnement plus intensif du cerveau et notamment du corps calleux qui fait la liaison entre les deux hémisphères du cerveau. Désormais, vous pourrez dire « Je suis gaucher », mais j'ai un gros corps calleux. Mais encore, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les droitiers. Tu sais, la sonnette est placée souvent... à mon avis, j'ai l'impression, je n'ai jamais remarqué, mais j'ai l'impression que pour un gaucher, ça doit être toujours un peu difficile de vivre en société. Oui, mais tu vas voir, il y a même des accidents domestiques qui arrivent à cause de l'outillage qui fait tout pour les droitiers. Ouais. Une deuxième raison pour laquelle les gauchers sont uniques, c'est qu'ils ont un sens artistique plus développé. Qui a peint la Joconde, la chapelle Sixtine? Qui a écrit la 9e symphonie? Des gauchers. Ils auraient un sens artistique plus développé dû à leur sens de l'espace plus acéré. L'hémisphère droit du cerveau, plus développé chez les gauchers, est également celui qui favorise la créativité. Pour tout le monde, en fait. Parmi les autres gauchers célèbres, on trouve aussi Kurt Cobain, Jimi Hendrix ou Charlie Chaplin. Et de nos jours, on pourrait dire Justin Bieber. qui est qui n'est pas passé à l'histoire encore. Moi, ce qui m'a toujours fasciné un petit peu, c'est que les gauchers, quand ils ont à écrire avec un stylo, il y a toujours une espèce de facilité. C'est pas naturel parce que ça peut comme salir. En réalité, la main comme vient de gauche à droite. Ils sont obligés de se contorsionner. De soulever la main, c'est ça. C'est pas fait pour l'écriture en français, en tout cas. Un célèbre gaucher aussi qu'on n'a pas mentionné, bien sûr, c'est Paul McCartney. Ah ouais? Sir Paul? Okay. Sir Paul McCartney. Un de tes préférés. Oui. Raison numéro 3 que les gauchers sont spéciaux, c'est un avantage physique indéniable. Vous êtes certes opprimé dans ce dur monde de droitiers, mais si vous avez la chance de pratiquer un sport à haut niveau, vous serez particulièrement recherché. Maradona, Lionel Messi ou encore Rafael Nadal sont des gauchers célèbres pour leur talent. Vous êtes gaucher et en manque de reconnaissance, mettez-vous au sport. Parce qu'il y a moins de gauchers, c'est ça? C'est ça. Pour les sports de combat, on va voir plus loin que c'est plus pratique. Même au baseball, les lanceurs gauchers sont avantagés parce qu'il y en a moins. Oui, c'est ça. Donc, on sort du lot, finalement. On a plus de chances de percer peut-être un alignement. C'est un peu plus difficile pour l'adversaire parce qu'il est habitué aux 88% qui sont droitiers. Effectivement. Une autre raison pourquoi les gauchers sont uniques, ils sont plus souvent victimes d'accidents domestiques. On n'a pas dit non plus qu'être gaucher, c'était génial. Les instruments domestiques et outils de bricolage sont très majoritairement faits pour les droitiers. Vous avez déjà essayé d'utiliser des ciseaux de gaucher étant droitier. Vous comprendrez le calvaire au quotidien. Les outils ne sont pas adaptés et cela peut induire un risque d'accident. Et je me dis, même pour les conducteurs de voitures, là,
Tu sais, je veux dire, le bras de vitesse est à droite. Tu sais, si quelqu'un, en plus, a une auto manuelle, je me demande comment les gauchers, ils doivent travailler avec leurs mains, qui n'est pas leur main forte, en fait. Donc, les gauchers sont plus à l'aise en Angleterre. Ouais, c'est ça. C'est comme nous, c'est ça, si on allait en Angleterre, peut-être qu'on aurait le même principe. On pourrait changer de vitesse avec notre main gauche. Je pense que les ambidextres, ils sont les mieux placés. Ils sont corrects, ouais. Une autre raison pourquoi les gauchers sont uniques, c'est qu'ils vivraient moins longtemps. Une étude réalisée en 1991 par des professeurs de l'Université de Columbia a montré que les gauchers vivaient en moyenne 66 ans, soit 9 ans de moins que la moyenne. Est-ce une conséquence du taux d'accident plus élevé dû à leur inadaptation dans ce monde? En réalité, la proportion de gauchers ayant plus de 80 ans chute brutalement parce qu'il y a longtemps, on les forçait à écrire de la main droite. Alors, ils ne sont donc pas tous morts, mais ils sont tous contrariés. Oui, c'est ça. Ça, on peut dire. Oui. Sixièmement, le gaucher est marginalisé dans le langage courant. Avoir deux mains gauches, par exemple, se lever du pied gauche, être gauche. La gauche n'est pas valorisée dans les expressions du quotidien. C'est pire dans les sociétés traditionnelles ou dans la religion, où la main gauche est considérée comme la main impure, avec laquelle on s'essuie aux toilettes, par exemple. Et ou être assis à la droite de Dieu est synonyme de bonheur. Septièmement, on compte davantage de gauchers parmi les déséquilibrés. Mais j'y reviendrai un peu plus tard dans l'émission. On y revient à l'Espresso allongé, l'univers des gauchers. À venir dans l'émission, notre invitée est Mélissa Sokoloff. Nous parlons d'art-thérapie et de diversité. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet, l'univers des gauchers. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. Je reçois maintenant mon invitée, Mme Mélissa Sokoloff. Bonjour, Mme Sokoloff. Bonjour, monsieur. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. On va parler ensemble d'art-thérapie aujourd'hui. Vous êtes quand même une spécialiste du domaine. On va pouvoir apprendre justement ce que vous avez fait. Mais j'aimerais d'abord vous présenter ou que vous puissiez vous présenter. Donc, comment on peut mieux vous connaître? Alors, voilà, j'ai une maîtrise en art-thérapie. Oui. J'ai aussi un doctorat en sciences humaines appliquées. Qu'est-ce qui m'a amené à faire de l'art-thérapie? Je vous dirais que c'est un séjour dans le Grand Nord, au Nunavik, quand j'avais à peu près 20 ans. Mm-hmm. Et j'ai eu des questions existentielles. Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? De l'art-thérapie, ça a été assez clair. J'ai toujours été attirée par l'art et aussi, la santé en général. Donc, après avoir un bac en sciences de la santé, plus précisément en nutrition, j'ai voulu aller en santé mentale et c'est là que j'ai découvert l'art-thérapie. J'ai animé des ateliers d'art au Nunavik, donc par un concours de circonstances, je me suis retrouvée là-bas, dans une communauté inuite. C'est assez rare d'ailleurs. Moi, j'ai déjà rencontré des art-thérapeutes, mais jamais d'art-thérapeutes qui sont allés dans le Grand Nord, justement. C'est unique quand même. Oui, c'est ça. Ça a été une opportunité à l'époque et puis que j'ai prise. Et puis finalement, je me suis retrouvée dans une des 14 communautés inuites où il y avait un programme d'art-thérapie, mais personne pour le poursuivre. Mm-hmm. C'est d'ailleurs un problème, là, le roulement du personnel dans le Nord. C'est pas tout le monde qui veut aller s'installer, c'est quand même loin et tout ça. Donc, oui, c'est ça. Puis la vingtaine, c'est parfait là, pour partir à l'aventure. Puis tenter l'expérience, puis d'apprendre. Mais c'est vrai, ça doit être difficile pour les gens qui sont là-bas de perdre justement une certaine stabilité peut-être. Avec les gens, on s'installe pas des fois pour des années. Là. Mm-hmm. Ouais. Tout à fait. Puis moi, en fait, je suis née à Montréal. Oui. De parents immigrants suisses et bulgares. OK, d'accord. Donc, voilà. D'où le nom, Sokolov, c'est bulgare. C'est ça, exactement. C'est ça, oui. Et puis, donc, j'ai grandi dans un milieu urbain, à Montréal, multiethnique aussi, et plutôt dans le système français, d'où mon accent. Donc, les gens, quand ils
Ils m'entendent pour la première fois, ils pensent que je suis française. Mm-hmm. Donc, chez moi, dans ma ville, je suis toujours une étrangère grâce avec cet accent-là. Ouais. Qui n'est pas si prononcé, à mon avis, mais quand même, il y a une petite différence. Oui. Ouais. Mais c'est intéressant. Donc, l'art-thérapie, mais ça remonte quand même. Puis vous avez été, plus récemment, je pense, vous avez été quand même près de 15 ans en collaboration avec l'organisme Les Impatients, qu'on connaît bien, là, qui font ça comme les principales activités de l'art-thérapie. Quelle était votre expérience, justement? 15 ans, c'est quand même un bail, là, c'est quand même quelque chose. Mm-hmm. Donc, c'est ça, c'est vraiment là où ça a été la stabilité dans mes contrats en art-thérapie. Diriez-vous que l'expérience dans le Grand Nord a fait de vous une art-thérapeute différente? Peut-être, est-ce que ça vous a donné un bagage qui est peut-être différent des autres? Ben, c'est-à-dire que c'est une grande question, parce que, oui, on a tous un bagage personnel, un parcours, puis ce qui fait ma différence, en fait, c'est l'intérêt interculturel. Oui. Et puis d'avoir vécu dans un autre endroit pendant 1 an et demi, finalement. Oui. Au Québec même, j'avais les pieds au Québec, mais dans le Grand Nord, c'est l'impression qu'on est ailleurs. Ah ben oui. C'est ça. Et puis ça m'avait tellement marqué comment c'était justement invisible dans le sud, à Montréal. Mm-hmm. Donc, dans le fond, j'ai voulu... Quand je suis revenue à Montréal, j'ai voulu me rendre plus utile pour les Inuits à Montréal, mais aussi pour faire connaître un peu plus et de manière plus positive aussi le Grand Nord. Là, c'est magnifique. Je le conseille à tout le monde. Oui, on est toujours impressionnés, les gens qui y vont, que ce soit il y a toutes sortes il y a plusieurs personnes qui y vont, puis c'est toujours impressionnant, les photos, qu'on nous parle de l'expérience et tout ça. Mm-hmm. Si on se situait... Tout le monde, je pense, sait ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est l'art-thérapie? Comment on pourrait la définir? Qu'est-ce que c'est? Mais en fait, je ferai... Il y a 2 pôles, OK? Il y a l'art et la thérapie. Donc, c'est une discipline en soi, comme la biochimie, on va dire, où c'est pas juste un mélange de la bio et de la chimie, c'est vraiment une discipline en soi. Donc, l'art-thérapie, c'est comme indissociable, art et thérapie. Mm-hmm. Par contre... Dans nos interventions, selon le contexte, on pourrait avoir une intervention plus basée sur l'art. Les impatients sont très forts là-dedans. Donc, l'art est au centre de leur rencontre. C'est comme ça qu'on va... je vais peut-être parler un peu plus de mon travail là. Mais pour définir l'art-thérapie, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 2 pôles. Il y a le pôle artistique, le pôle psychothérapeutique. Et on va utiliser l'un ou l'autre selon la personne, selon les besoins et les matériaux artistiques aussi. Donc, je dirais que mon expérience aux impatients... Donc, les impatients, c'est quoi? C'est un organisme en santé mentale adulte où on fait des ateliers artistiques. Donc, il y a différentes sortes d'art. Il y a différents animateurs aussi. Il y a des art-thérapeutes et des artistes. Et les deux aussi ensemble. Et, il y a une grande production, là, oui. Ils sont très, très prolifiques là, dans toutes sortes de types d'art, comme vous dites. Là. Oui, c'est ça. Donc, justement, c'est pour démystifier les problèmes de santé mentale, donc créer des ponts avec la communauté autour, à travers la diffusion des œuvres qui sont créées là. Oui. Si on parle là, je pense que vous avez eu l'occasion, vous êtes quand même associé justement de recherche en art-thérapie à l'Université Concordia. Vous collaborez aussi avec l'UQAT, là, qui a comme une bonne expertise, qui donne entre autres l'école d'été, je pense, pour les arts-thérapeutes et tout ça. Donc, c'est quand même bien répandu, l'art-thérapie, mais vous avez comme participé à une recherche ou à des recherches, ou en tout cas, vous connaissez certaines recherches au niveau de l'art-thérapie. Pouvez-vous nous en parler? En ce moment, je travaille, donc, pour la recherche, c'est dans un laboratoire vivant qui s'appelle le Engage Living Lab à Concordia. Alors, ça regroupe, en fait, 7 chercheurs. La principale investigatrice, c'est Janice Timbotas. Et c'est interdisciplinaire, en fait. Donc, ça, je veux dire, les chercheurs... Il y a plusieurs types de professions, c'est ça? C'est assez étonnant, même que l'art-thérapie, on aurait l'impression que ça ne rassemble pas tous ces gens-là, mais effectivement, vous me disiez avant d'entrer en ondes, je pense qu'il y a beaucoup de types d'emplois là, qui viennent de participer à ces recherches. Oui, c'est ça. En fait... je vous dirais que Dr. Janice Timbotas est art-thérapeute, OK? Mais ce laboratoire de recherche est basé sur la créativité pour améliorer le bien-être
personnes adultes plus âgées à travers des activités créatives. Donc, c'est vraiment multidisciplinaire. Ouais. C'est ça, il y a une ingénieure biomédicale, neurologue, quoi d'autre, une psychologue, une musicothérapeute. Tout ce monde-là travaille donc sur la même recherche qui a pour but de quoi, finalement? Est-ce qu'il y a... En fait, c'est plusieurs recherches. Oui, c'est un laboratoire où il y a plusieurs recherches. Ouais. Et l'objectif, donc c'est ça, on a plusieurs activités créatives. C'est pour que les recherches soient comme en partenariat et en collaboration avec les participants qui sont de la communauté des personnes âgées. Mm-hmm. Alors, c'est pour que, justement, les recherches soient bien ancrées dans le vécu de ces personnes-là. Oui. Madame Sokolov, j'aimerais savoir, d'après, en fait, un peu votre expérience chez les impatients, comment les impatients, quel est le vrai rôle, peut-être, en société des impatients, d'après ce que vous avez remarqué lors de votre séjour là-bas? Bien, en fait, c'est d'avoir une place plus positive dans la société, même si on vit avec des problèmes de santé mentale. Donc, juste à développer une façon premièrement, de s'exprimer à travers un geste ou, je veux dire, une façon propre. Une façon propre de s'exprimer à travers l'art. Oui, et c'est important de faire le lien avec la communauté, parce que c'est ça, on pourrait être en vase clos, mais là, d'après ce que vous me dites, le but, c'est vraiment de créer, mais d'avoir le lien. Probablement que ça rajoute un bienfait pour les artistes qui participent, les impatients eux-mêmes. Oui, c'est ça. Donc, les gens qui viennent n'ont pas nécessairement d'habileté artistique non plus. Donc, c'est quelque chose qui se développe. Et particulièrement au niveau de la santé mentale, ça permet de recréer des liens avec des gens. Ouais. Et aussi de s'exprimer. Donc, parfois, il peut y avoir juste l'expression de peu importe quel état d'âme là, à travers l'art. Et cette œuvre-là peut avoir un impact sur quelqu'un d'autre une fois qu'elle est exposée. Et c'est ça, c'est un peu le regard d'autrui, dans le fond, que la personne le crée, puis elle voit des personnes regarder son œuvre et peut-être avoir des commentaires, parce qu'il y a des expositions qui se font, je pense que les impatients sont là. C'est ça qui fait un peu la thérapie, ou en tout cas le bienfait total jusqu'au bout, là. C'est un peu ça. C'est ça. Puis pour le public aussi, qui voit ces œuvres qui sont exposées de façon professionnelle. Oui. Ils sont à vendre aussi la plupart du temps. Je pense que certaines œuvres se vendent d'ailleurs. Certaines fois. En fait, il y a le principal événement, c'est par le mois d'amour. Donc là, c'est une levée de fonds. Mais sinon, il y a d'autres expositions. Elles sont juste exposées. Donc, l'objectif, c'est de créer des ponts avec la communauté. Oui. Puis de se rencontrer autour du sujet de la santé mentale. OK? Oui. Ce qui démystifie la cause aussi en même temps. Oui, donc, c'est ça, exactement. D'une pierre, plusieurs coups. Là, on fait un événement, on fait quelque chose, mais ça règle beaucoup ça va toucher beaucoup de points, en fait. Oui, c'est très intéressant. Il reste peu de temps, Mme Sokolov, si on pouvait donner des références pour les gens qui veulent en savoir plus, entre autres les recherches dont vous parliez. Il y a plusieurs recherches avec plusieurs multidomaines, en fait, qui travaillent sur les recherches là, au niveau de la thérapie, tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme référence? Alors, il y a le Engage Living Lab. Donc, ça s'écrit comme Engage Living Lab.org. Tout collé, là, tout collé. Ça? Oui. Donc, ça, c'est à Concordia. Il y a une page Facebook aussi, très active. Ensuite, il y a le site de l'Association des arts thérapeutes du Québec, donc aatq.org. Il y a des art thérapeutes qui pratiquent. Je suis aussi parmi eux. Oui. Il y en a beaucoup. Donc, quand en même. pratique privée aussi. Oui, c'est ça. Il y a de plus en plus d'art thérapeutes qui pratiquent au Québec, là, entre autres. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, l'autre site, ce serait les impatients, impatients avec un S.ca. Oui, et de toute façon, ces trois liens-là seront disponibles dans notre site aussi si vous ne les avez pas pris correctement. Donc, sur antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie douce. Donc, merci beaucoup, Mme Mélissa Sokolov, d'avoir été des nôtres. Et puis, merci d'avoir parlé d'art-thérapie. C'est toujours intéressant d'en apprendre plus sur le sujet. Merci. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été des nôtres. Merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir.
Vous écoutez présentement l'émission Folie douce, le rendez-vous hebdomadaire radiophonique traitant de santé mentale. Nous poursuivons au micro avec l'espresso allongé et l'univers des gauchers, Pierre. Oui, exactement. Et j'avais commencé un article tantôt qui s'appelle « 8 raisons pour lesquelles les gauchers sont uniques ». J'ai trouvé ça, comme d'habitude, sur l'Internet et j'étais rendu à la 7e raison pourquoi les gauchers sont différents, sont uniques. Je disais qu'on compte davantage de gauchers parmi les déséquilibrés. Donc, il y a des bons côtés et des moins bons côtés. On nous dit ici qu'on a bien dit être gaucher, c'est sortir de l'ordinaire. Cela, toutefois, ne l'est pas forcément dans le bon sens du terme. Le taux de gaucher chez les schizophrènes atteint 20%, soit plus que la moyenne de la population. De même, les troubles mentaux ou neurologiques sont plus élevés chez les gauchers, comme par exemple la dyslexie, l'hyperactivité, les troubles de l'attention, etc. Certains avancent que la cause est à chercher du côté d'une éducation et d'une société inadaptée à l'esprit des gauchers. Mais ça reste à vérifier. Ouais. Et finalement, la raison numéro 8, les hommes gauchers gagnent plus d'argent que les autres. Ah, ça, c'est étonnant. C'est assez étonnant, oui. On nous dit que tout n'est pas perdu pour vous si vous êtes un homme. Les gauchers sont en moyenne plus riches que les autres, comme par exemple Bill Gates, qui est gaucher. Une étude réalisée par 3 économistes du Lafayette College et de la Johns Hopkins University a montré que les hommes gauchers gagnaient en moyenne 13% de plus que les droitiers. La proportion monte à 21% si l'on en fait des études supérieures. Ceci grâce à l'hémisphère droit surdéveloppé des gauchers, semble-t-il. Mais pourquoi les hommes, ça, on ne l'explique pas. Selon un autre article aussi que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Journée internationale des gauchers, 9 choses à savoir sur eux ». C'est sur le site auféminin.com. Oui, donc chaque année, c'est la Journée internationale des gauchers qui se déroule le 13 août. C'est un article écrit par Mme Florence Santoro, qui est journaliste et passionnée de montagne et de trail running. Probablement passant. Probablement que se sont tellement fait harceler ou dénigrer qu'ils ont dit on va se faire une journée pour se fêter nos gauchers. Mais savais-tu qu'il y a une journée internationale de tout maintenant? Oui, presque. C'est presque 365 jours. Faut juste savoir ça tombe quand, mais tu vois, celle-là, je l'ignorais. Là. Alors, donc, 9 choses à savoir. Donc, premièrement, il y a davantage de gauchers que de gauchères. On ne sait pas l'expliquer scientifiquement, mais ce particularisme est plus répandu chez les personnes de sexe masculin. Pour être précis, il y aurait 6 hommes gauchers pour 4 femmes gauchères. Les gauchers sont aussi particulièrement sensibles aux allergies. Selon l'ouvrage scientifique Cerebral Dominance, réalisé par les neurologues Norman Geschwin et Albert Galaburda, les gauchers et gauchères sont davantage susceptibles de développer des allergies. La probabilité est même de 11% plus importante que pour la population droitière. Ouais. Une chose étrange, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, Pierre, mais dans tous les sports, je suis droitier, sauf au hockey. je tiens le hockey à gauche, le bâton à gauche. Ben, moi aussi, je suis droitier, puis quand je joue au hockey, moi aussi, je joue C'est ça qui est étrange. Je tiens ma palette du côté gauche. Je ne sais pas si c'est tout le monde comme ça, je trouve ça étrange. Parce que tous les autres sports, le golf, ça, je suis à droite, mais le hockey, je suis à gauche. Et quand je joue au baseball, je frappe de la gauche. OK, moi, je frappe de la droite, par contre, c'est ça. Mais pourtant, je lance de la droite. Il y a aussi, c'est très rare au baseball, en passant, il y a des gens qui lancent de la main gauche, mais qui frappent du côté droit. Okay. Ça, c'est assez rare. Ouais. Donc, on nous dit ici que les gauchers et gauchères sont meilleurs en sport. Dans certains sports, jouer de la main gauche est un véritable atout. C'est le cas des activités d'opposition et de face-à-face, comme le tennis. Le ping-pong, 25% des pratiquants jouent de la main gauche. Il y a aussi le baseball, le badminton, etc. Une première hypothèse est que l'hémisphère droit du cerveau des gauchers est davantage sollicité. Or, c'est ce côté qui commande les mouvements, coordonne l'habileté manuelle et évalue les distances. Une étude scientifique a également mis au jour la supériorité des gauchers et gauchères dans les sports où le temps de réaction est crucial pour prendre l'ascendant sur son adversaire. Quatrièmement, on peut aussi dire qu'être gaucher de l'œil ou de l'oreille.
par exemple, pour regarder au travers d'un trou d'une serrure, ce que jamais je ne ferais en passant, dans le viseur d'un appareil photo ou pour viser une cible, on tire à l'arc. Peut-être préférez-vous utiliser votre œil gauche plutôt que le droit. Tu vois, moi, comme je t'ai dit, je suis droitier, mais mon œil dominant, c'est l'œil gauche. Okay. Il y a une façon de déterminer ça, mais à la radio, ça serait trop difficile à expliquer. Mais ça, ouais. Oui. Alors, on nous dit de même pour écouter ce que dit une personne qui chuchote, vous vous sentez plus à l'aise en entendant l'oreille gauche ou droite. Cinquièmement, il y a un phénomène qui est souvent héréditaire. Un bébé né de 2 parents gauchers aurait 26% de plus de chances d'être gaucher à son tour. Ouais. Il y a les animaux aussi qui sont gauchers ou droitiers. À noter que les kangourous et les orang-outans seraient des animaux très souvent gauchers. Chose que tu savais sûrement déjà. Que je peux aller vérifier en Australie pour les kangourous. Septièmement, la présidence américaine est très portée à gauche. Dans les 8 derniers présidents des États-Unis, pas moins de 5 sont ou étaient gauchers, comme par exemple Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush père, Bill Clinton et Barack Obama ont été des présidents gauchers. Joe Biden, en revanche, est droitier. Et je vais sauter à la neuvième raison. Les personnes ambidextres, des gauchers contrariés, avec point d'interrogation. Ouais. Les ambidextres n'existeraient pas vraiment, du moins à leur naissance. Être ambidextre serait le fruit d'un apprentissage plutôt que quelque chose d'inné. Comme mon père, par exemple, était droitier de naissance, mais enfant, il avait eu le bras droit dans le plâtre. Ah ouais? Et il est devenu ambidextre par la force des donc événements. Il est obligé de faire ça, ton père. Oui. Okay. Ah ouais, c'est intéressant. Mais merci pour ça. C'est l'univers des gauchers, Pierre. Merci beaucoup pour ce sujet à Folie Douce. Vous souhaitez écouter l'émission Folie Douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca antenne.qc.ca. En conclusion de ce rendez-vous de Folie Douce, merci beaucoup Pierre Laporte pour ta mise en onde. Bienvenue mon cher. Et merci pour tes blocs Espresso et Allongé où tu nous as mieux fait connaître l'univers des gauchers qui est assez fascinant finalement. Oui, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Je pensais pas que ça allait être intéressant. J'ai essayé comme de pas ça. trop être gauche. Et il faut rappeler qu'il y a juste 12% de la population quand même qui est gaucher. Alors c'est un univers qui est quand même intéressant. Merci pour ça. Notre invitée en début d'émission, Catherine Bourderon, nous a parlé du deuil à sa façon. Alors c'est un point de vue qui était différent, je dirais, de ce qu'on entend d'habitude. Notre invité en début de deuxième demi, Mélissa Sokoloff, nous a mieux fait connaître l'art-thérapie et diversité. C'était donc le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.